Bonjour, aujourd'hui nous recevons Christian Dumont. Bonsoir. Bonsoir Christian. Donc Christian, 64 ans, avocat pénal et en droit commercial, 2 enfants, 34 et 12 ans. Grand écart entre les enfants. Oui. Père militaire, armée de l'air. Non, armée de terre, infanterie. Infanterie, né à Carthage en Tunisie, dans le quartier Salammbô. Boursier, né de 4 enfants. A fait toutes ses classes à Montpellier de la 6e à la terminale, puis est parti pendant quelques années avant de revenir. Parti combien de temps exactement? Je suis parti 2 ans en fait. J'ai passé mon bac au lycée Corneille à Rouen. Et puis ensuite, j'ai satisfait à mes obligations militaires en partant à Reims. Voilà. Donc, dans l'armée de l'air. De la politique très tôt, toujours le souci de la chose politique. Il fait partie des plus présents au conseil municipal. Oui, j'ai vu à travers un quotidien que j'avais obtenu une note de 16,5, qui est donc une note satisfaisante eu égard à mon assiduité au conseil municipal de l'équipe Sorel. Alors, première élection en 1983, donc c'est un vieux de la vieille. Par contre, est élu depuis 3 mandatures, c'est ça? C'est exact. Il s'est présenté une fois au conseil départemental? Non, 3 fois. Ah, 3 fois. 3 fois. 3 fois. 2 fois sur le 7e canton contre Christian Bouillet. Et 1 fois, la dernière, contre Morales sur le 6e canton. D'accord. Donc jamais élu. Au départemental, non. C'était des terres de mission quand même. Le 7e canton, c'est le Petit Bar, la cité Astruc, les Cévennes. Et le 6e canton, c'était un canton également difficile. Les régionales, ça vous intéressait pas? Les régionales, c'est un scrutin de liste. Et pour être bien placé sur un scrutin de liste, il faut avoir des appuis parisiens. Il faut jouer les coudes. Des appuis parisiens lorsqu'on constitue la liste. D'accord. Et vous aviez donc, pas ces appuis? Moi, j'ai jamais eu de carnet d'adresse parisien. Donc, pas montpelliérain, pas fils d'avocat. Donc, vous avez décidé de faire de la politique pour vous faire connaître par beaucoup de monde rapidement. Vous prêtez serment en 79. En 82, vous êtes 23e sur la liste de Delmas. Voilà, et vous êtes fait connaître parce que vous avez gagné le recours contre Antonetti, qui a permis d'annuler l'élection de Serroux. Qui a permis de ne pas annuler. Qui a validé l'élection de Serroux. Qui a validé l'élection de Serroux sur le 2e canton de Montpellier. C'était la première fois que Bernard Serroux se présentait à une cantonale. Il se lançait en politique et il m'avait fait l'honneur de me désigner comme avocat. Donc depuis presque 40 ans, hein, nous avons un dinosaure là ce soir, depuis presque 40 ans, on reçoit l'homme de tous les combats municipaux presque. De presque tous les combats municipaux. C'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui il se représente sur la liste Larue. Tout à fait. Vous avez une chance d'être en bonne position pour être élu? Ah, je suis bien placé par rapport à mon parcours politique sur la liste dans le quota des Républicains. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la liste est faite avec nos amis de l'UDI. Oui. Et donc il va y avoir un panachage, un républicain, un UDI, puis en plus il faut respecter la parité avec les femmes. Donc voilà, je serai normalement dans les 10 premiers. Donc une chance d'être élu? Écoutez... il faut faire 10% déjà. Il faut faire déjà 10%. Le challenge, c'est d'être présent au second tour. Bon, sinon, sportif, montagne, trek dans le Népal, 2 marathons, s'est mis au trail sur des petites distances récemment. Oui. Aime la peinture, l'école sétoise, voilà. Et fâché un peu avec le numérique, Facebook et Twitter. Non, pas fâché. Pas fâché, mais... On ne voit pas. Ah, mais alors là, en revanche, on me l'a proposé plusieurs fois de me monter des sites ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours refusé. Vous savez, je passe pas mon temps à tweeter, à me regarder dans la glace. Si je vais en week-end quelque part, j'ai pas besoin de le faire savoir à la terre entière. Donc,
qualité franc-parler, gentillesse, pas rancunier, voilà, défaut, beaucoup, Beaucoup, oui. et surtout s'emporte assez facilement. Non, moi je suis un passionné. Je suis un passionné. Ah mais les passionnés, ça s'emporte. Je suis un passionné, et donc bon, j'ai le sang méditerranéen, c'est certain. Voilà, donc après le portrait, donc on revient sur la une du prochain numéro, le 873 de La Glorieuse, avec à la une Rémi Gaillard, un clown en campagne. Celui que les médias décrivent comme, comme le Coluche des municipales se ferait un chemin parmi les politiques. Une remarque? Ah, vous savez, maintenant, la politique, je ne suis pas certain que par ce genre de comportement, on renoue le climat de confiance entre les élus et les électeurs. La politique, c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est de s'occuper de l'intérêt général. Alors, je veux bien qu'il y ait des candidatures. En son temps, il y avait eu Coluche à la présidentielle. N'est pas Coluche qui veut. Moi, j'aime bien Monsieur Gaillard, Rémi Gaillard, mais bon... C'est un sous-Coluche. C'est son droit, hein, de voter, de se présenter. Voilà, donc moi je ne sais pas exactement quelles sont ses motivations, s'il veut faire passer un message, quoi que ce soit. Chacun peut se présenter, nous sommes en démocratie, moi ça ne me gêne pas. Il déroule son programme dans le prochain numéro. C'est très bien, donc on le lira attentivement. Donc voilà, ensuite on revient sur La Mosson, une enceinte qui ne résonne pas, le stade, et qui dit quoi à propos du stade. Ensuite on revient sur les Verts, donc une AG sous haute tension. Coralie Mention a été seule candidate avec 87% des suffrages. Elle n'a été validée que par 18% des militants. Voilà, les Verts, je veux dire, les Verts restent les Verts. C'est une affaire qui a rebondissement, on va dire. Oui, moi je vous dirais, je serais militant vert à Montpellier, je serais quand même un peu triste. Un peu triste, pourquoi? Parce que on le voit au niveau national, les Verts, on le vend en poupe, c'est incontestable. On l'a vu aux dernières élections européennes. Les derniers sondages plaçaient la représentante des Verts devant le maire sortant. Et puis, patatras. Avec une nouvelle candidate. À Montpellier, il va y avoir au minimum 3 représentants des Verts. Et donc, les Verts risquent de perdre cette élection. Enfin, il n'y a pas que les Verts, si je peux me permettre. Les Républicains à Montpellier, c'est quand même 40 ans de malheur aussi. Mais c'est pas de la même veine, si vous voulez. Hein. Oui, on baisse régulièrement, mais sûrement. L'élection de Macron a redistribué les cartes, et les partis politiques traditionnels, les Républicains et le PS, eh bien, ont souffert de cette élection. Bon, on va parler des avocats. On va commencer avec les avocats. Donc, dernièrement, vous êtes fait épingler, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes contre la grève? Non, moi je ne suis pas contre la grève. Je suis en revanche contre ceux qui m'empêchent de travailler. Moi, en 40 ans de profession, je n'ai jamais fait grève. C'est mon ADN. J'exerce une profession libérale et je respecte surtout les clients. Ce sont les clients qui nous paient. Et donc pour moi, l'intérêt du client prévaut sur mon intérêt personnel. Donc c'est pour cette raison que je ne fais pas grève. J'entends bien que ce discours peut ne pas être entendu par des confrères, mais le droit à la différence, ça existe quand même. Hein. On est en France. Hein. Maître Lévy vous a reproché de ne pas faire grève. Est-ce que vous le comprenez? Maître Lévy, d'abord, m'a reproché de ne pas faire grève. Je lui ai répondu que je ne savais pas que le barreau de Montpellier était jumelé avec le barreau de Tirana. Tirana, c'est en Albanie. Hein.
régime communiste puissant où on marche le doigt sur le pantalon, etc. Il y a 1200 avocats. Le bâtonnier souhaiterait que ce mouvement soit suivi par les 1200 membres de son barreau. Je veux dire, souffrez quand même qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord. Dans ces 1200 avocats, il y a même des gens qui pourraient, et moi je le comprends parce que je veux dire, je suis un démocrate, il y a des gens qui pourraient être d'accord, ceux par exemple qui ont voté pour Macron, ils pourraient être d'accord sur la réforme. Ils pourraient être d'accord sur la réforme. Et quoi être d'accord sur la réforme, est-ce pour autant que, nécessaire qu'on soit traité de traître, puisque j'ai été traité de traître publiquement, parce que je n'étais pas d'accord avec mes confrères qui eux font grève. Moi, je ne les empêche pas de faire grève. Dans toutes les affaires que j'ai eues où j'avais un confrère qui m'opposait son droit de grève, le droit de grève est un droit constitutionnel. Monsieur absolu. En revanche, dans les affaires où je n'avais pas de confrère en face qui était gréviste, moi j'ai plaidé tous mes dossiers, je le revendique et mes clients étaient extrêmement satisfaits de voir leur affaire jugée. Est-ce que ça vous a fâché avec certains de vos confrères? D'abord, je vais vous dire une chose. La clientèle, la notoriété, ce n'est pas les confrères qui vous la font. Ce sont les clients. Donc, il est certain qu'il y a des confrères qui ont pu comprendre ma position, mais ce n'était pas le cas. Comme méprisante, en particulier vis-à-vis des plus jeunes, sur l'histoire des 30 000 euros. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Oui, donc vous avez dit en gros qu'il fallait que si un avocat ne gagnait pas 30 000 euros au bout de 15 ans, il fallait qu'il change de métier, qu'il se pose des questions. Voilà, qu'il se pose des questions. Pose des questions. Pourquoi? Je veux dire par là, parce qu'on est encore une fois une profession libérale. C'est pas toujours, quand ça marche pas bien ou quoi que ce soit, c'est pas toujours de la faute des autres. On peut se remettre en question. Moi, je me suis remis au cours de ma carrière plusieurs fois en question. Est-ce que je travaille bien? Est-ce que j'ai été formé? Est-ce que je suis outillé? Est-ce que je gère mon cabinet normalement? Est-ce que je m'investis assez dans mon cabinet, etc. Toutes ces questions, on doit se les poser. Et quand vous savez qu'un jeune avocat démarre, lorsqu'il est collaborateur, avec une rétrocession qui est fixée par les syndicats, par l'UGA en particulier, un jeune avocat qui a fait des études et qui commence à 26 ou 27 ans, vous savez, il a une rétrocession par son patron de 2 000 euros. 2 000 euros par an? 2 000 euros par mois. Par mois, oui, 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, il fait... Qui donne au bâtonnat? Non, 2 000 euros par mois pour lui. D'accord, ok. C'est-à-dire que le patron du cabinet qu'il emploie lui verse une rétrocession. Et là, il a à sa disposition toute la logistique du cabinet. Donc, s'il a 2-3 clients personnels par mois, s'il a des aides judiciaires, s'il fait des permanences pénales, très vite, il peut avoir des revenus très confortables, très convenables pour un jeune. À condition, bien entendu, de s'en donner la peine et, bien entendu, de ne pas voir la profession comme une profession de fonctionnaire. C'est-à-dire qu'à 6 heures, vous mettez la clé sur la porte, il n'y a plus personne. C'est pas ça le métier d'avocat. Le métier d'avocat, quand on est avocat, on rate toujours les informations télévisées, vous savez, et le film, on le prend au milieu, un avocat. Digne de ce nom. Hein, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc, si 15 ans après, ses revenus n'ont augmenté que de 500 euros, alors que quand il est parti jeune, il gagnait 2 000 euros, il est en droit de se poser des questions. Ça a choqué beaucoup de monde, ça? Et ça a choqué. Apparemment, voilà, on a dit, Dumont méprise les jeunes confrères. Enfin, ça a été présenté comme ça, mais après je peux vous dire une chose, c'est que parmi les jeunes, il y a des jeunes qui travaillent, qui... Ceux qui gagnent de plus de 30 000 euros au bout de 2-3 ans, ils vous ont soutenu? Ah ben oui, non, je suis plus seul, parce que la réaction a tellement été disproportionnée par rapport à ce que j'ai dit, c'est que les gens n'ont pas compris l'absence de maîtrise du bâtonnier quand il a parlé de traître, quoi. Alors bon, c'est peut-être le match retour là, du bâtonnat, là, parce que comme Maître Lévy vous a battu... Ah non, alors là je ne suis pas du tout dans ce... Je vous dirais, j'avais fait une candidature témoignage.
J'ai fait 45 voix, je les assume, et je ne vous cache pas que j'aurais été très ennuyé si j'avais été le bâtonnier aujourd'hui, parce que... Vous auriez soutenu les grévistes, hein? Ah ben, je pense qu'il aurait fallu que je sois fidèle à mes idées, à mon éthique, et donc je pense que j'aurais démissionné. Je pense que j'aurais démissionné. Parce que c'est pas bien de faire part de son point de vue. Ben non, c'est pas que c'est pas bien, mais au moins, il faut quand même que les gens, quand ils ont des responsabilités, si moi j'ai claironné que je n'avais, que pour moi une profession libérale, enfin on ne fait pas grève, j'aurais été mal à l'aise et j'aurais été en inadéquation avec ce que je pense, et ça, bon, ben, il faut en tirer les conséquences, j'aurais démissionné. 1200 robes noires là, au barreau de Montpellier, c'est trop. Quel est votre regard là-dessus? Bien, vous savez, on est la 7e ville de France. Je crois qu'on est en nombre le 6e barreau de France. Montpellier, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Nice, ce n'est pas Strasbourg. Quand je parle de toutes ces villes, c'est au niveau de, je dirais, des affaires. Montpellier est une ville quand même qui n'est pas une ville industrielle. Il n'y a pas de très grosses affaires. Donc 1200, c'est un barreau qui, de toute évidence, c'est un barreau qui souffre, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon. Je m'en étais aperçu lorsque je m'étais présenté au bâtonnat, où l'on m'avait donné un peu la température du barreau de Montpellier. Et donc il y a beaucoup de confrères qui ont beaucoup de difficultés. Ça représente combien pour finir ça représente un tiers, un quart? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de confrères qui gagnent le RMI. Ouais. Donc après 5, 6, 7... Le RMI? Oui, après 5, 6, 7 ans d'études, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, quoi. On va passer à la politique. Là. Vous êtes devenu là, discrètement le président de la commission des finances de la ville en début d'année. Discrètement, oui et non. Oui et non, j'ai simplement remplacé Gérard Lalonde, qui n'a pas fini son mandat avec nous, et qui était le président de la commission des finances. Et comme M. Sorel avait en début de mandat indiqué que cette fonction serait donnée à l'opposition. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des finances de la ville, vu que vous êtes le président de la commission des finances? Dernièrement, il y a eu un grand article en disant que les finances étaient exceptionnelles. Vous l'avez lu cet article? Bien sûr. Ce week-end? Je l'ai lu, oui, je l'ai lu. Quel est votre... Qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi, ce que je vais dire, c'est que, si vous voulez, alors, attendez, c'est pas parce que, moi, vous savez, je suis un garçon qui fait preuve d'humilité. C'est pas parce que je suis président de la commission des finances que je suis un grand professionnel des finances publiques. Moi, je suis avocat. Je ne suis pas un spécialiste financier. La seule chose que je voulais insuffler et que je reprochais un peu à Gérard Lalonde, c'est que on peut avoir cette fonction, mais ça ne nous empêche pas de garder notre droit critique et donc être dans l'opposition et de ne pas voter chaque fois les budgets. C'est pour cette raison que même sous la présidence que j'ai effectuée lors du dernier budget, parce que nous sommes dans l'opposition avec mon ami Jacques Domergue et avec Alex Larue et Nancy Cano, on s'est opposé au budget de la ville de Montpellier. Alors, là où je partage un peu l'avis de M. Lévitas, c'est que, si vous voulez, il n'y a plus d'argent. Pour cette raison qu'on parle des grands projets, etc., c'est que on est exsangue. Montpellier, vous avez tous les paramètres qui montrent que la ville, les Montpelliérains sont en difficulté. Vous avez 75% des Montpelliérains qui sont éligibles au logement social. Vous avez à Montpellier le taux de chômage, un des plus importants, qui touche à peu près de 14%. Oui. Vous avez Montpellier, plus de 1 Montpelliérain et demi qui ne paie pas l'impôt sur le revenu.
C'est pour cette raison que, d'ailleurs, Montpellier, aux dernières élections, quelle est la représentation? C'est la France insoumise. La France insoumise était aux dernières élections présidentielles et qui ont suivi législatives. Montpellier vote Mélenchon, en rapport avec tout ce que je viens de vous donner. Donc, c'est vrai en revanche que le personnel qui s'occupe des finances de la ville, les administratifs, eh bien, sont des gens qui, de toute évidence, sont compétents et qui, parce que M. Lévitas, c'est le politique, mais la réalité, elle est faite par les technocrates. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est pour cette raison que moi, je ne vais pas vous dire, je suis président de la commission des finances, je suis un grand économiste et je vais me permettre de donner des leçons. Je n'ai pas les bases pour le faire. Mais la ville, je pense, est bien gérée. Je pense que la ville est bien gérée. On se désendette. On n'a pas des emprunts toxiques. On n'a pas une politique qui est devenue à l'époque sous Fraîche quand même fastueuse, etc. On a collé à la réalité des Montpelliérains, et le fait que Sorel ait pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts, ça c'était un engagement fort. Pourquoi? Parce que ça correspondait un peu avec l'aspect économique de la population, qui est une population qui, encore une fois, est en souffrance. Nous, on n'a pas Boeing, hein, on n'est pas Toulouse. Hein. Oui, bien sûr. Alors, bon, on va revenir un peu à la politique. Bon, il y a 1 an et demi à peu près, là, transfuge là, des Républicains, Lorraine Hacquier, là, s'est fâché contre vous et vous a dit « je vais vous tirer une balle sur tous les deux ». Vous vous souvenez? Je m'en souviens, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous l'aviez énervé? Alors, si vous pouvez, l'histoire de la balle, je m'en souviens parce que c'était moi qui étais visé avec de la fosse. De la fosse, exactement. Voilà, avec de la fosse. Et donc, là, j'ai trouvé que c'était un propos qui était tout à fait inadmissible dans une enceinte municipale, où les débats sont filmés, et ça tombait mal parce qu'il y avait un contexte à ce moment-là, il y avait un contexte de violence en France, et vous savez, ces mots-là, c'est comme pour l'histoire du bâtonnier qui me traite de traître, c'est de la violence verbale. Et quand on est des élus, on doit faire attention à ne pas franchir la ligne jaune. Et là, je trouvais qu'elle avait franchi la ligne jaune, et connaissant mon tempérament, on lui avait répondu de façon extrêmement ferme. Il y a une tradition quand même dans les hémicycles politiques ouais. de bataille verbale, de joute verbale. C'est vrai. Hein? C'est vrai, mais au XIXe siècle, ils allaient se réconcilier bien sûr, sur le pré. Les joutes verbales, bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans la violence verbale. Joute verbale ne veut pas dire violence verbale. Hein. Il faut être attentif à cela. Bon, en 2 mots, qu'est-ce qui vous a empêché de percer là, au niveau politique depuis 30-40 ans? Mais qu'est-ce que ça veut dire percer d'abord? Ben, percer, c'est les Républicains, voilà. Ouais, mais attendez, moi je vais dire une chose. Aujourd'hui, ça faisait 40% à Montpellier, ça fait 8% aujourd'hui. Voilà. Moi je vais vous dire une chose. Quand on a la chance d'avoir un métier comme le mien, ou comme des métiers comme médecin, etc., qui sont très, très envahissants. Quand on fait de la politique, si vous voulez, on fait la politique pour se battre pour ses convictions et ses idées. Moi, quand je me suis rentré au RPR, tout jeune étudiant en droit, en 3e année, je crois, j'ai jamais eu l'intention de me dire tiens, ben, un jour je serai député ou un jour je serai maire de Montpellier. Absolument pas. Et puis ensuite, donc je me suis présenté à plusieurs scrutins, et vous savez, se faire élire dans l'opposition, c'est pas une honte. Hein. On est élu.
C'est pas une honte. Et puis d'exercer son mandat comme on le fait, c'est-à-dire, parce que moi je m'en souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque Christol, un de mes confrères prestigieux, s'était présenté au municipal, il avait fait une liste où il y avait des professeurs des médecines, des doyens de faculté, etc. Placés dans des conditions éligibles, dans les 10-15 premiers, des notables, une liste, comme on disait à l'époque, de notables. Et lorsqu'on en a perdu, tout de suite après l'élection, ces notables n'ont pas voulu siéger au conseil municipal. Et donc ça, c'est pas bon pour la politique et pour la démocratie. Alors, on va revenir là. Donc, vous êtes un des rares avocats à soutenir la réforme Macron. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, moi je suis pas un des... Moi je suis Enfin, un des rares avocats à ne pas faire grève. Oui, mais je ne soutiens pas la réforme Macron, attention. Moi d'abord, premièrement, moi je suis républicain, je ne suis pas macroniste. Donc les républicains sont quand même au niveau national sur cette réforme des retraites, et pas particulièrement sur la réforme des retraites d'avocats, mais... il y a une feuille de papier cigarette entre la réforme voilà, des retraites de Macron mais et moi, ce que je conteste, moi, c'est la grève. Moi, ce que je demande simplement, vous voulez faire la grève, vous faites la grève, mais ne m'empêchez pas, moi, d'avoir mes idées et de travailler. Si je ne veux pas faire grève, c'est mon droit, comme c'est le droit de mon confrère de faire grève. Voilà, c'est tout. Donc, je reviens à ma question. Oui. Donc, la feuille de papier à cigarette entre la réforme de Macron et la réforme des retraites des Républicains. Donc, on pourrait dire que vous souteniez Macron. Pourquoi vous ne souteniez pas Vignal ici aux élections? C'est lui qui... Mais pourquoi je soutiendrais Vignal alors que j'ai un candidat qui s'appelle Larue? Parce que Macron, il fait à peu près le même job que feraient les Républicains s'il était... D'abord, Vignal, c'est pas un macroniste de la première heure. Les macronistes de la première heure, il n'y en a pas beaucoup. Alors attendez, non, mais d'abord il a été au Parti Socialiste, il a été fraîchiste, et puis il a voulu se démarquer, et je ne suis pas certain qu'il fasse preuve d'un sens politique très avisé, en ayant fait le forcing terrible d'avoir l'étiquette Macron. Quand vous lisez tous les journaux, toutes les gazettes, vous dites que Macron va être sanctionné avec la réforme des retraites, avec l'épisode des Gilets jaunes. Je ne suis pas certain que ce soit Macron qui va booster la liste de Vignal aux élections municipales. Sur le coup, Sorel a été bien plus politique. Et quand on voit que le dernier sondage sur Béziers, la Ménard 61%, avec 74% des électeurs de François Fillon et 51% de ceux d'Emmanuel Macron dans le sondage. Donc la droite locale, elle n'a pas raté quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, à Montpellier, enfin dans la plupart des villes autour de Montpellier, les villes sont à droite, et à Montpellier, voilà, c'est une ville qui reste à gauche depuis 40 ans. Pour moi, M. Ménard, il n'est pas à droite, il est à l'extrême droite. Donc, si la droite locale n'a pas raté quelque chose, c'est à l'honneur de la droite de ne pas s'allier avec l'extrême droite. Nous, on a toujours été on s'est toujours battu contre les extrêmes, qu'elles soient de gauche comme de droite. Donc, et quel est votre regard sur tous ces élus là, à Sète et ailleurs, qui discutent avec Ménard? Eh ben, nous, on a pris des décisions. Même si on est de moins en moins nombreux, on préfère encore être moins nombreux que d'être avec des gens qui pactisent avec le Rassemblement national. Et en cela, on suit l'héritage de Jacques Chirac, on suit l'héritage de Nicolas Sarkozy. Pour nous, c'est important, c'est eux qui nous ont donné le là à l'époque, et on ne va pas, pour des raisons d'opportunité politique, eh bien, sacrifier ces valeurs qui sont pour nous des valeurs républicaines essentielles, qui sont intangibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Ménard est un petit peu le Frêche de la droite? Voilà, avec un parler un peu populiste. Mais Ménard, si vous voulez, je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'à Béziers, il fallait tenir un discours d'extrême droite.
il fait ce qu'il dit, et apparemment, bon, ben, ça a l'air de plaire à l'électorat biterrois. Est-ce que la droite française a encore un avenir où elle doit devenir le supplétif des nationaux, des libéraux? Écoutez, on voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe à travers le monde. Est-ce que c'est un bien que de vivre en autarcie, de fermer les frontières et de semer la peur, et avec l'émergence de tous ces populismes? Est-ce que l'on ne va pas au-devant de grandes catastrophes? C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose quand vous entendez les discours guerriers de Trump, de l'italien, etc. Donc, même si actuellement c'est à la mode, ils ont le vent en poupe, il faut revenir à plus juste raison. Et d'ailleurs, vous savez, déjà on commence à parler un peu de l'élection présidentielle qui se profile. Il y a des gens comme, on parle de Barouin, la droite républicaine, classique, traditionnelle, n'est pas morte. C'est mon sentiment. Ok. Est-ce que vous avez lu le tract fin de mandat, enfin récapitulatif de mandat de Philippe Sorel? Oui, je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne fais pas partie de son équipe de communication. Est-ce que la ville est bien gérée? Je ne fais pas partie de son équipe de communication, mais c'était trop condensé, trop long. Je ne suis pas certain que les gens l'aient lu intégralement. Maintenant... vous avez dit que la ville était bien gérée. Sur un plan financier. Financier. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Vous validez quoi d'autre? Ah ben attendez. Et qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué beaucoup de choses quand même. Le problème, c'est de savoir aujourd'hui, après ce premier mandat, tout ce qui reste à faire. Est-ce que Montpellier est plus sûr? Est-ce que Montpellier est plus propre? Est-ce qu'on circule mieux à Montpellier? Est-ce que la ville a été réparée? Je me souviens de ce mot de Georges Frêche concernant les boulevards, les trottoirs, etc. Est-ce que tout ceci a été fait? C'est les Montpelliérains qui vont en tirer le constat. Alors est-ce qu'ils vont donner... Vous qui avez 40 ans de vie politique, vous en dites quoi? Est-ce que la ville a été réparée? La ville a été... Non, il voulait réparer la République, c'est ça? Ouais, non, là, quand je parlais, Sorel avait parlé de la ville réparée concernant l'état du réseau à Montpellier. Donc, moi, je pense qu'il y a peu de choses qui ont été faites à ce niveau. Mais maintenant, le problème aussi, je veux dire, c'est qu'il faut tenir compte des finances. Voilà. Il faut tenir compte des finances. Et quand j'entends dans des programmes, on va prendre 200 policiers municipaux, etc. Tout ça, c'est de la surenchère démagogique. Et pour approcher maintenant, de par ma place, les finances de la ville, c'est pas réalisable. Donc je crois qu'il faut quand même considérer les Montpelliérains et ne pas le prendre pour des imbéciles en leur faisant des promesses qui soient tenues. Vite fait, on va terminer par la question chapeau, si vous le voulez bien. Il y en a deux alors. Ouais. Le papier est humide, hein? Ah oui? Étonnant. Chapeau. La franchise est-elle une entrave en politique? Ça, c'est un sujet de philo. Oui. Mais vous avez 30 secondes Ben, pour résumer l'idée. Bien sûr que non. Dans la vie, si vous voulez être crédible, que ce soit en politique comme ailleurs, il faut faire preuve de franchise. Il faut parler avec son cœur, avec ses tripes. Il ne faut pas utiliser des détours. Il faut être transparent. La franchise, c'est une qualité qui était extraordinaire. Il faut bannir le mensonge.
très bien. Sur ces belles paroles, je vous remercie. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité.